Et c'est ainsi que les Égyptiens vont diffuser ce savoir à travers toute la planète. Vous allez me dire tout de suite la question que oui, mais ok, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir, les Noirs, parce que tu dis, Fémi, l'histoire des Noirs. Ok, l'histoire des Noirs entière. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les Noirs de Congo, ok, avec les Égyptiens noirs en Égypte, ou d'autres Noirs. Ok, c'est un petit peu comme le nord de l'Europe avec la Grèce. Ok, les Européens au nord n'ont rien à voir avec l'histoire des Grecs. Ok, puisque c'est l'histoire des Grecs et c'est pas l'histoire des Européens. Et au même titre, qu'est-ce qu'il a à voir l'histoire des Noirs du Sénégal ou de Congo, ok, avec l'histoire des Noirs de l'Égypte. Supposons, où est-ce qu'il est le lien? Nous allons voir maintenant qu'en est-il de ce lien. Alors, donc à partir de là, les Égyptiens, ils vont comprendre que la Terre est ronde, ils vont faire les calculs et ils vont la mesurer. Mais bien entendu, ce n'est pas qu'ils ont trouvé l'unité universelle à partir de la taille de la Terre. Donc ça, vous avez compris. Et donc ils vont diffuser ça, ils vont diffuser ce savoir partout dans le monde. Okay, ils vont diffuser ça en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Pacifique, ils vont voyager, ils vont diffuser ça en Europe, ok, diffuser ça au Soudan, à l'intérieur, ici, là, à l'intérieur de l'Afrique, ils vont diffuser ça au sud aussi de l'Afrique. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a à faire ici, le Zimbabwe avec l'Égypte? J'y reviendrai, vous mettez ça juste de côté, j'y reviendrai, vous allez comprendre. Ils vont diffuser ça, ce savoir, en Sumer et en Mésopotamie, en Inde, en Cambodge et en Amérique du Sud. Ils vont diffuser ce savoir. Alors, là, on va regarder ça un petit peu en détail. Est-ce que tu es sûr là? Est-ce que Fémi, tu es sûr? Est-ce qu'on est sûr à 100% là? Ou on est sûr à 99,99, il reste un petit pourcentage. Qu'est-ce qu'on est de sûr de ça? Alors, ici, ok, ce n'est pas ni les preuves archéologiques, ni des ressemblances, etc. C'est pas une vue d'esprit, un envie. Là, celui qu'il parle, c'est la mathématique de probabilité. Ok, c'est elle qu'il parle. D'accord? C'est les mathématiques, c'est les statistiques qu'il parle. Et là, c'est fini, figé. Ok? Alors, vous avez ici la pyramide de Médon. Vous avez la pyramide de Gizeh, la grande pyramide. La pyramide de Tikal, à Guatemala, la pyramide de Jaguar. Ici, vous avez la pyramide de Suku en Indonésie. Et ici, vous avez aussi la pyramide de Louvre, faite par cet architecte-là. Ok? Elles ont tous une chose en commun, le pi, 3,14. Elles sont tous construites avec le système métrique. Ok? Maintenant, quand vous mettez ça en statistique, en calcul de probabilité, ils vous disent une chose, ils vous disent, quand vous faites des calculs, il faut faire ça, des calculs de probabilité de statistique, c'est uniquement ça qui va donner la réponse, oui ou non. Le calcul, en théorie, dans les théories de chaos,
ce qu'on appelle la théorie du chaos, ok, des systèmes dynamiques, hein. Et en statistique, on calcule ça dans un grand supercalculateur, hein. Et ça va nous dire, la mathématique va dire la chose suivante, c'est que le A, il a donné au B, C et D, il a transmis l'information. Ok? Donc la mathématique, hein, le calcul va dire, le A a transmis l'information au B, C, D. Ok? Les mathématiques, elles s'en fichent, hein, elles ne savent pas. Hein. Elles ne savent pas si c'est les Égyptiens, si c'est les Amérindiens, les Européens, ils s'en fichent. La mathématique, elle dit, hein, si on met les données, elle dit, le A a transmis l'information au B, C et D. Hein. La mathématique, hein, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'artistique, hein. Il n'y a pas d'odeur, il ne voit pas les couleurs blanc, noir, vert, rouge. La mathématique, elle dit, voilà, c'est terminé. Hein. Le A a donné l'information au B, C et D. Ok? Et la mathématique, elle dit, les chances pour que le B, le C et le D puissent trouver l'information tout seul est 0. Ok? Ça veut dire que c'est les Égyptiens qui ont transmis ce savoir à tous les autres peuples. Ok? C'est les Égyptiens qui viennent en Amérique centrale, ils transmettent, hein, ils viennent hein, via les bateaux, ils viennent, ils se mettent en contact avec la population, ok? Ils vont leur montrer, voilà, comment on fait la chimie, comment on fait les pierres, hein, comment on fait le béton, voilà, comment on va construire une pyramide avec le pi, etc. Et là, la civilisation maya démarre, ok? Donc ça, c'est mathématique, c'est fini, la chose est pliée. Boum. Que les Égyptiens sont allés en Amérique du Sud, là, c'est fini, c'est plié, c'est mathématique, il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a plus rien à discuter, hein. C'est plus une question, non, mais on a le texte écrit, on a les machins. Non, non, même tu peux sortir tout, hein. Tout, des milliers, des centaines de milliers de preuves, des vidéos, des documents, des textes et des photos, même si jamais on remonte hein, dans le temps et on va montrer des vidéos, hein. On remonte, hein. Faut bien comprendre ça. Si jamais un jour on remonte dans le temps, on fait des vidéos et on va, hop, on revient et voilà, regarde, on a les preuves, hein, que c'était pas des Égyptiens noirs, on a des preuves, si jamais, hein. Même si tu peux montrer ça, ok, des vidéos et des documents et tout ce que vous voulez, des textes écrits, quand la mathématique de probabilité de statistique vous dit que le A a transmis au B, vous dit que l'Égyptien, il a transmis au Maya le savoir, là, la chose est terminée. Toutes les preuves tombent à l'eau, ça y est, hein, c'est plié. Toutes les preuves tombent. Toutes les preuves ne vaut plus rien. Ok? C'est-à-dire, les preuves pour contredire ça, non, ils sont développés tout seuls. Non. La mathématique dit que les Égyptiens sont arrivés à Guatemala, au Mésoamérique. Point, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire là. Ok? Après, on peut détailler, hein, qu'est-ce qu'ils ont transmis, etc. Ça, c'est autre chose. Hein. Combien, pourquoi ils sont mariés, ils ont resté, on n'a pas trouvé. Il y a d'autres raisons. Mais mathématiquement, ça y est, c'est fini. La chose est pliée. Ok? C'est comme si hein, vous prenez. Alors, on peut raisonner aussi différemment. Hein. Par exemple, vous avez 3 planètes, la planète A, la planète B et le planète C, d'accord? 3 planètes différentes. Et dans chaque planète, hein, ici dans cette planète, il y a uniquement les Égyptiens qui vivent, ok? Qui vivent. Dans le planète D, on a les Indonésiens qui vivent hein, tout seuls. Et dans le planète A, on a les Mayas qui y vivent tout seuls. Ils sont très loin, ces 3 planètes. Et toutes les 3, ils démarrent et construisent des pyramides.
Hein, toutes les trois, ils construisent des pyramides. Là, on peut dire que non, ici, il n'y a aucun lien. Les Égyptiens ne sont pas allés dans ce planète-là ou dans l'autre planète. Il y a quelque chose où on ne sait pas quoi, ou des extraterrestres, etc., qui ont transmis l'information à ces trois populations de ces trois planètes différentes. Hein. Là, on peut se dire ça, oui. Hein. Si ça serait dans des planètes différentes. Si ça serait dans des planètes différentes, on peut dire, oui, ces trois civilisations se sont développées séparément. Aucun lien. On peut dire ça. Qui est-ce qui a transmis? Bon, faut chercher, on ne sait pas. Ok? Mais, quand vous avez ces trois populations dans une seule planète, et que la distance, ce n'est pas énorme, hein, la distance là des Lanzarote jusqu'à Guatemala, hein, jusqu'à Cancun, ce n'est pas énorme. On est à 8000 km de mer. C'est pas énorme. Si on prend un bateau à 30 km par heure, le bateau tout tranquille, les alizés, elles poussent, les alizés poussent, hein. Il n'y a pas besoin de ramer, les alizés, le vent, elles poussent le bateau tout seul. Hein. Et avec une vitesse à 30 km, 35 km par heure, au bout d'une semaine, 8 jours, 9 jours, hein, s'il navigue toute la journée, hein, 24 heures sur 24, au bout de 8-9 jours, ils arrivent sur Guatemala. Ça y est. 8 ou 9 jours. Okay? Les frères Berg, ils ont fait ça en 21 jours. Colomb, il a fait en 21 jours pareil, 22 jours. Mais ils se sont arrêtés. Les frères Berg, ils se sont arrêtés. Hein. Pendant la nuit, ils s'arrêtaient parce qu'ils voyaient pas, ils savaient pas par où passer, quoi. Hein. Ils voyaient pas d'étoiles et donc pas, ils n'avaient pas de système de navigation pour leur montrer, pas de boussole pour leur montrer le nord. Et ils s'arrêtaient pendant la nuit. Ils s'arrêtaient. Il le dit, hein, il le dit. Pendant la nuit, on s'arrêtait, nous. Ok, pendant la nuit, on s'arrêtait. Donc c'est pour ça que le voyage il a duré plus longtemps. Ok, mais si avec un bateau, si vous prenez un bateau de Lanzarote jusqu'à Cancun, ok, sans s'arrêter, au bout de 8-9 jours, vous êtes sur place. En fait, 4800 km, ce n'est pas grand-chose. Ok, ceci est le trajet qu'ils ont parcouru les frères Berg. Donc le trajet, elle est de 4800 km de Lanzarote à Dominique. Donc voici le trajet officiel hein, via le système GPS, tous les relevés GPS. L'enregistrement du GPS commence à l'île de Gomera. Et donc ils vont suivre les alizés, ça c'est le trajet, hein, les relevés GPS qu'ils avaient embarqué avec eux. Et au bout de 27 jours, ils vont arriver à Dominique. Voilà. Ici, au bout de 27 jours. Donc ça, c'est leur trajet. Hein. Ils ont été poussés par les alizés. Donc voilà le trajet sur Google Earth. Ok. Donc voilà, ils vont suivre les alizés. Donc les alizés, c'est les ventes, c'est des vents régulières qui vont de 20 à 30 km à l'heure. Et donc, si on fait un petit calcul, 4800 km de Lanzarote à Dominique, donc 30 km par heure si on navigue toute la nuit, 24 heures sur 24, donc ça nous fait 720 km par jour, 4800 km, et ça nous donne un trajet de 6 à 7 jours. Hein, si on navigue avec une vitesse de 30 km à l'heure pendant 7 jours, voilà, on est sur place, on arrive à Dominique.
ce qu'ils ont fait exactement les frères Berg. Sauf, eux, se sont arrêtés la nuit. Voilà le trajet, hein, le trajet des frères Berg, 4800 km jusqu'à Dominique. Les Égyptiens, avec d'autres Africains, ils ont navigué jour et nuit, hein, avec un vent régulier de 30, 25, 30, 35 km à l'heure. Au bout de 7 jours, hein, 7-8 jours, ils arrivent à Dominique, le premier point de ravitaillement pour se fournir avec de l'eau et faire une pause. Ensuite, de Martinique à Cancun, hein, c'est la même chose, hein, ils vont continuer, c'est les alizés qui vont les pousser toujours, ok. Et de Dominique à Cancun, ils vont passer par ce trajet-là, hein, ils vont passer à côté de Jamaïque, et ils vont arriver ainsi à Cancun. Donc, à Cancun, de Dominique à Cancun, on a 2800 km. Ok. Et cette distance, poussée par les alizés, ça se fait en 3-4 jours. Hein. Donc ici, ils peuvent se ravitailler, prendre de l'eau et de la nourriture et continuer tout au long jusqu'à Yucatan à Cancun. Ça, cette partie, je ferai une autre vidéo bien plus détaillée pour cette partie du voyage, parce que ça, c'est exactement le même trajet qu'il a parcouru, qu'il a fait Christophe Colomb. Donc voici le premier trajet, le deuxième voyage et le quatrième voyage de Christophe Colomb. Donc en rouge ici, on a le trajet. Donc en rouge ici, on a le trajet de Christophe Colomb, le deuxième voyage. Donc il a pris exactement, ou plutôt les frères Berg ont pris exactement le même trajet de Christophe Colomb. Hein. C'est pas compliqué. Des îles Canaries jusqu'à Guadeloupe, Martinique, Dominique, tout l'archipel ici. Donc c'est 4800 km. Ils se sont poussés par les vents. Ok. Donc Christophe Colomb, il a pris ce voyage 2 fois. Hein. Donc ça en rouge c'est le premier voyage. Et en jaune, ici c'est le troisième voyage, le quatrième voyage de Christophe Colomb. Ok. Christophe Colomb, il a pris ce trajet exactement à l'identique 2 fois. Donc il y a 500 ans, Christophe Colomb a fait ce voyage 2 fois. 500 ans plus tard, les frères Berg, en 2013, ils vont reprendre exactement le même trajet. Et donc, ça a été, pendant des milliers d'années, ça a été tout le temps exactement le même trajet. Hein. Ça a été, il y a rien qui a changé hein, depuis pendant des milliers d'années, il y a rien qui a changé. Hein. Tout le temps, les vents les alisaient. Et les Égypto-Africains vont continuer juste un petit peu plus loin, hein, poussés toujours par les vents, ils vont continuer ce trajet. Hein, ils vont passer par Jamaïque, ici. Et donc là, dans mon livre, j'ai des documents hein, que c'est ça le trajet qu'ils ont pris. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Donc soit côté sud de Jamaïque, soit côté nord. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont passé par Jamaïque, ici.
Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Dans le livre, j'explique avec une analyse et des documents que les Égyptiens, ils ont passé par Jamaïque. Ils ont passé les côtes ici, ils ont effleuré les côtes de Jamaïque. Mais ça sera une autre vidéo. Donc, pour résumer, le trajet qu'ils ont parcouru les Égypto-Africains, c'est exactement le même que celle prise par Christophe Colomb et le frère Berg. Voilà. Et la preuve indéniable, c'est les mathématiques, c'est la mathématique de statistique et probabilité. Là, il n'y a plus rien à dire. Et pas comme elle dit cette personne-là. Hein, ce qu'on va regarder là. Ce voyage vers les Amériques ont rencontré les Amérindiens et ils ont... Non, je ne vais pas vous raconter la fin maintenant. On commence par le début. Alors, il y a eu au minimum 3 voyages africains vers les Amériques. Le tout premier à la préhistoire, effectivement, ce sont des populations africaines qui sont arrivées en Amérique et qui se sont installées les premières sur ce continent. Le deuxième voyage a eu lieu des centaines de milliers d'années plus tard, à une époque appelée l'Antiquité. Ceux qui sont considérés comme les anciens Égyptiens ont réussi à développer une technologie maritime très avancée. Et on retrouve énormément de leurs traces en Amérique. Du côté des sciences, par exemple, il y a l'arrivée de certaines unités de mesure, de certains types de calculs qui étaient très complexes et qui n'existaient pas juste la minute avant en Amérique. Alors, cette personne-là, cette fille-là, donc elle parle, il y avait certaines mesures. Donc déjà, pareil, cette personne-là, c'est une personne que je qualifie de malhonnête. Ok, on s'en fiche pour quelle raison, mais c'est une personne malhonnête parce qu'elle ne cite pas mon travail. Alors, elle n'a jamais vu les mesures avant le film K 2019. Elle n'a jamais lu nulle part où on parlait des mesures. Ok, donc Cheikh Anta Diop, il a travaillé sur l'étymologie et d'autres sur l'étymologie. Ivan Sertima, il a travaillé sur une comparaison, sur une approche archéologique, des comparaisons, sur diverses analyses, les crânes, les statues, etc. Ok, mais les mesures, certaines mesures complexes, elle n'a jamais entendu ou vu jusqu'auparavant. Okay, sauf dans le film K 2019. Okay? Et elle ne cite pas mon travail. Donc là, c'est tout simplement, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Du côté de l'architecture, on retrouve des pyramides avec exactement les mêmes proportions, la même disposition, la même méthodologie de construction. Du côté des croyances, on retrouve la technique de momification des personnes importantes. Même du côté culturel, la façon d'écrire en utilisant des hiéroglyphes. Certains jeux de société ont les mêmes règles, la même façon de jouer, le même nombre de joueurs. Pareil pour certains sports. Bref, tout ça est sans transition. On retrouve énormément d'influence de la culture du royaume de Kémet appelé l'ancienne Égypte. Déjà, elle nous dit certaines influences. Okay, donc là, c'est complètement faux. Le terme, il est inapproprié. Ce n'est pas une question d'influence, mais c'est une question de transmission de savoir. C'est pas influence. Influence, c'est influence. Mais quand on transmet un savoir, c'est une transmission de savoir. Je te donne l'information. C'est comme si, les Chinois, ils construisent un avion sous l'influence américaine. Là, ce n'est pas une question d'influence, attention avec les termes. Là, c'est une transmission de savoir. Okay? La technologie occidentale, elle est transmise aux Chinois. Et les Chinois, ils ont construit des avions. Ok? Ce n'est pas une influence. D'accord? Les Chinois, ils s'habillent en jean. Ok? Ce n'est pas une influence de l'Occident, mais c'est une transmission de technologie
occidentale vers la Chine, et les Chinois, ils produisent maintenant des jeans et ils s'habillent en jeans. Hein. C'est pas une influence. Influence, c'est quand il y a une espèce de, un petit contact, hein, où on est loin et on est loin, on est un petit peu loin de l'autre, hein, quelques mètres ou des centaines de mètres, et on est influencé. Hein. Là, c'est pas une question d'influence, c'est une question de transmission. Vers certaines populations mésoaméricaines, sud-américaines. Évidemment que dans une chronique aussi courte, je ne peux pas vous sortir tous les détails et toutes les preuves. Donc j'en ai sélectionné une qui est absolument indiscutable. Ce sont les fameuses têtes Olmec. Alors ce sont des sculptures gigantesques taillées dans la pierre et les faciès sont clairement africains. Mais au-delà de cette apparence du visage, il y a un détail qui ne trompe pas, ce sont les casques portés par ces têtes colossales. Ce sont des casques typiques non seulement de la période du royaume de Kemet, mais du royaume de Kemet. Ça s'appelle une signature. Alors pour elle, les sculptures, les têtes d'Olmec sont indiscutables. Donc cette personne-là, elle raconte complètement des inepties, parce que, si je prends le terme indiscutable, les têtes Olmec, ils sont discutables. Le gars, il arrive, ouais, super, bon, c'est vrai, ça ressemble à un nègre africain, mais on voit pas la couleur. Hein. Là, c'est une couleur de béton, une couleur grise. On voit pas une couleur noire. Hein. Ok. Où il peut trouver des personnes en Indonésie. Il y en a des personnes qui ont un petit peu une couleur pas noire, mais légèrement métisse, quoi, mais qui ont des traits négroïdes. Ok. Ils ont des traits un peu qui ressemblent à négroïdes. Et là, il peut te ramener des photos, que voilà, c'est pas des nègres. Ok? On voit pas la couleur, et je peux te trouver aussi des ressemblances négroïdes. Donc ce n'est pas une preuve indiscutable. Hein? Si je prends le terme littéralement, ce n'est pas une preuve indiscutable, ça. Indiscutable, c'est quand on peut pas discuter. Il n'y a plus rien à dire. Tu lui dis quelque chose, tu lui amènes les documents, et l'autre, il n'a rien à dire, il plie les bras et il se tait. Ça, c'est une preuve indiscutable. On ne discute plus. Eh ben, la preuve indiscutable, c'est les mathématiques. C'est les mesures. Mais cette fille-là, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris l'essentiel. Elle n'a pas de formation. Ok, la preuve indiscutable, c'est les mesures. Ce que je viens de vous dire, c'est les probabilités statistiques et mathématiques qu'on peut pas trouver le pi comme ça. On peut pas démarrer deux civilisations qui arrivent au même résultat comme ça. Donc, la mathématique, c'est-à-dire pi sur un système métrique. Et donc là, nous avons les preuves de partout. En Mésoamérique, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, ok, au Cambodge, en Inde et en Amérique du Sud. Donc on a des pyramides construites avec le pi. Et donc là, c'est des mesures indiscutables, ok. Là, nous avons la preuve mathématiquement indiscutable, que les Égyptiens, ils l'ont transmis à tous ces peuples-là. Là, il n'y a plus rien à discuter. Ok, là, il n'y a plus rien à discuter. Faut partir, voilà, faut changer de discours, faut parler autre chose là. Et là, c'est fini. Là, c'est terminé. Les Égyptiens sont allés en Amérique centrale. C'est mathématiquement et statistiquement prouvé. Point. Donc maintenant, n'importe quelle preuve de contraire ne vaut rien. N'importe quel argument qui contredit ça ne vaut rien. N'a pas de poids. Ça, les têtes Olmec, qui ressemblent à des profils négroïdes, ok, c'est une preuve, on va dire, en appui, mais bon, même si les statistiques n'ont pas besoin d'appui, mais on va dire en appui pour
pour le peuple, pour la masse, hein, pour voir visuellement, ah oui, c'est vrai. Hein. Ou un texte qu'il dit, hein, c'est juste, si jamais on trouve un texte, c'est des preuves, on va dire, visuelles pour le peuple. Okay? Pour le peuple, pour la masse qui n'a pas de connaissances en mathématiques de probabilité. Mais les mathématiques de probabilité n'ont pas besoin de vidéos, des photos, des statuts, n'ont pas besoin de tout ça. Non. Les mathématiques de probabilité n'ont besoin de mesures, juste des mesures. On fait les mesures, on calcule. Là, ça y est, hein, c'est terminé. On n'a plus besoin de rien. Seulement les mesures. Ok? On n'a plus besoin de statuts, on n'a plus besoin de vidéos, de fraises, de dessins, de textes, de ce que vous voulez. On n'a plus besoin de tout ça. On a besoin juste des preuves, des mesures, des pyramides. Et là, on trouve pi, et là, on calcule la probabilité, on dit, non, ça, les Égyptiens sont arrivés à Guatemala, point, c'est fini. Et ils ont transmis le savoir. Okay? Ça, c'est des preuves indiscutables, et non pas les Tétolmèques. Encore une fois, les Tétolmèques, c'est juste des preuves qu'il vient hein, pour illustrer en appui pour le public, hein, pour voir, ah oui, ah ouais, c'est vrai, c'est eux qui sont arrivés. D'accord? Mais la preuve ultime, hein, qui va plier tout ça, c'est les mathématiques. Okay? Et là, c'est fini. On trouve en Amérique du Sud le système métrique, hein, le pi et nombre d'or. Là, c'est terminé, c'est plié, la chose est finie, il n'y a plus rien à discuter. Plus rien à discuter. Au revoir. Ok, maintenant, vous écrivez ce que vous voulez, hein. Vous écrivez les aliens, les extraterrestres, ce que vous voulez, les Atlantes, hein, c'est la population locale, une autre population, etc. Vous dites ce que vous voulez. Vous écrivez ce qui vous plaît. Mais mathématiquement, scientifiquement, c'est les Égyptiens sont arrivés ici. Point. Fini. Ok? Voilà. C'est la science égyptienne, africaine, pour être plus précis, qui est venue ici. Fini. Au revoir. Donc, cette fille-là, quand elle dit des preuves indiscutables, bon, elle raconte un peu n'importe quoi, d'autant plus, elle ne cite pas le travail, les mesures hein, de mon travail. Donc, pareil, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait hein? Elle participe, hein, voilà, elle participe à prendre la mauvaise direction, hein, comme l'autre chercheur, là. Ok. Donc, voilà, ça c'est pas bien. Faut citer. Faut citer les auteurs. C'est comme ça qu'on travaille. Hein. C'est exactement comme le premier détracteur de Cheikh Anta Diop, le Soudanais. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. J'ai dit, ouf, et après j'ai dit Abdallah, pendant la question. J'ai dit, mais toi Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux et tu insistes, il faut être honnête. Ils nous auraient sciés, ils nous auraient foudroyés s'ils pouvaient déceler la moindre incohérence depuis le temps. Mais maintenant c'est le silence, c'est la conspiration du silence. Mais maintenant c'est le silence, c'est la conspiration du silence. Ben, cette fille, elle fait la même chose. Elle cite pas du tout mon travail. Faut citer les mesures. Les mesures, on les a vues pour la première fois sur le film K 2019. Ça, faut les citer. Ça, c'est le plus important de tous. Donc, pareil, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle participe. Hein, elle participe, voilà. Elle participe à prendre la mauvaise direction. Hein, comme l'autre chercheur, là. Ok. Donc, voilà, ça c'est pas bien. Faut citer les auteurs. C'est comme ça qu'on travaille. Hein. Ici à Soukou, vous avez la pyramide de Soukou avec Pi. Et là, regardez les fresques à côté. On voit les fresques hein, dans le béton
hein, parce que c'est du géopolymère ici. Et dans ces fresques, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement des visages négroïdes. Vous voyez là? Ok. Donc ça, c'est des visages qui ont été faits dans ce temple, ok, avec cette pyramide Pi. Et là, on voit clairement des visages négroïdes. Et même ça, ce petit détail, hein, ce visuel, ça c'est un visuel pour le public, mais le scientifique, hein, le mathématicien n'a pas besoin de ça. Hein. Ok, il fait les mesures, on voit le pi mathématique, on fait la comparaison avec le pi, hein, la pyramide de Khufu, de Khéops et la pyramide de Médum, on pose ça en statistique, en papier, ça y est, c'est réglé. Ça y est, hein, c'est réglé, c'est les Égyptiens, les Noirs, ils sont devenus ici, point, fini. Il n'y a plus rien à discuter. Il y a aussi un autre chercheur, hein, le même chercheur, hein, avec malhonnêteté, hein, au lieu de faire l'expérience comme je le fais moi, bon, je vais dire, bon, par malhonnêteté ou peut-être par l'ignorance de la matière, hein, il va prendre la pipelette et il va faire des gouttes. Que contrairement, moi je ne prends pas de pipelette, je ne fais pas l'expérience avec une pipelette, mais la goutte elle doit se former tout seul. Bon, on peut dire que voilà, il a pas bien compris la chose. Un autre chercheur qui calcule l'énergie nécessaire pour transporter des blocs, il dit que transporter des blocs taillés, ça serait plus facile que de transporter du béton géopolymère. Hein. Parce que du béton géopolymère, avec des paniers, faut se déplacer d'un point A à un point B. Et du coup, se déplacer avec les paniers, c'est beaucoup plus difficile que de transporter, hein, de tirer, de pousser des blocs taillés. Ok? Parce qu'il suppose, ce chercheur malhonnête, suppose que pour transporter des blocs taillés, les blocs ont été taillés et ont été tirés et transportés. Donc ça, transporter des blocs de pierre, ça serait plus facile que de se déplacer avec du béton géopolymère. Hein, avec des paniers et dans les paniers, il y a du béton. Et se déplacer d'un point A à un point B, c'est beaucoup plus difficile et on dépense beaucoup d'énergie que de les transporter, les blocs taillés, hein, que de les pousser et tirer. Ok? Donc c'est un chercheur malhonnête parce que il a bien vu dans le film que moi je ne montre pas des Égyptiens qui transportent, hein, qui font des allers-retours d'un point A à un point B, hein, qui font des va-et-vient avec des paniers en béton. Hein. Les Égyptiens, ils sont fixes, ils ne bougent pas, ok? Ils font juste passer le panier d'une main à l'autre. C'est-à-dire, ils vont dans les paniers, il y a 15 à 20 kg qui vont les tenir pendant 3 secondes. Hein. On prend le panier, 1, 2, 3, hop, on le donne au suivant, hein, dans le fil africain là. Ok? Donc 20 secondes, pendant 20 secondes, ils vont garder seulement, pendant 3 secondes, ils vont garder dans les mains seulement 15 à 20 kilos, seulement 3 secondes. Ok? Hop, on prend le panier, 1, 2, 3, on le donne au suivant. Ok? Et ils ne font pas des allers-retours d'un point A à un point B avec des paniers. Ça, ce chercheur, il a bien vu. Hein. Moi, dans le film, je démontre ça. Hein, pendant des minutes entières, hein, pendant des heures et des heures, on voit que des Égyptiens en file, qui transportent ça. Et il n'y en a pas des Égyptiens qui font des allers-retours avec les paniers. Donc ça, il a bien vu, mais c'est un chercheur malhonnête. Voilà. Je ne mets pas des Égyptiens qui se déplacent avec des paniers à droite à gauche. Les Égyptiens, ils sont fixes, ils sont sur un fil, hein, sur un fil
dite indienne, mais en fait c'est un fil africain, hein, ils sont fixes, et ils passent les paniers d'une main à l'autre. Ils se déplacent pas. Ils sont fixes, et ils donnent le panier de l'un à l'autre, ainsi de suite. Hein, c'est un fil. Ils font pas des allers-retours, des va-et-vient avec les paniers. Donc ça, cette personne, il est malhonnête. Ok? C'est volontaire là. Ce n'est plus, voilà, peut-être c'est une erreur. Là, c'est volontaire. C'est une malhonnêteté volontaire. Et donc toi, hein, cher chercheur, que je vais pas citer, qu'est-ce que tu fais avec ce travail? Là, tu rajoutes une goutte d'eau dans le Titanic. Hein, là, tu es voilà, dans cette partie-là. Hein. Tu participes au choix de la ligne rouge là. Au lieu de me soutenir, ok, au lieu de me soutenir dans mon travail, de citer, oui, c'est ça, etc. Là, non pas seulement tu ne me cites pas, mais au contraire, tu fais un travail de malhonnêteté. Hein. Tu fais le travail à l'envers, tu déformes tout. Hein. Tu dis des mensonges, tu dis des choses qui vont en contresens. Ok? Tu participes à la goutte d'eau, hein, pour faire couler le Titanic. Alors j'ai vu aussi quelques soutiens, mais vraiment molles. Hein. Quelqu'un qui disait oui, Femi, faut l'aider parce qu'il il a du mal à se retrouver économiquement, financièrement. Et oui, c'est comme ça que quand on dévoile la vérité, c'est comme ça que ça se passe, etc. Bon, ok, allez-y, aidez Femi. Voilà. L'autre, le gars, il a rien compris. Hein. Il n'a rien compris. Hein. Il n'a rien compris de mon travail. Hein. Ce n'est pas, voilà, hein, c'est comme si je suis un lanceur d'alerte, ok, ou si c'est comme si j'ai divulgué, une histoire quelconque, ok, une histoire à 10 millions d'euros, ok, ou un autre qu'il m'a dit ouais Femi, tu fais de l'apologie de la franc-maçonnerie, tu parles du bien, si je l'aurais su, hein, ça c'était un noir, une noire, si je l'aurais su, j'aurais pas de faire un don, et je lui ai rendu les 50 € parce que j'ai fait de l'apologie à la franc-maçonnerie. Okay. Là, la dame, elle n'a rien compris, hein, de mon travail. Elle n'a rien compris du tout. Hein. Mais zéro. Bon, elle a vu, hein, des Égyptiens noirs, etc. Hein. Elle s'est accrochée à l'histoire de la franc-maçonnerie, que d'ailleurs c'est une histoire, c'est vrai, hein, je m'y maintiens. Hein, et je dis dans mon livre, que jusqu'à 1700, hein, depuis le début, 1450 de l'esclavage, hein, vous avez la courbe là, elle monte, l'esclavage, elle battait le plein. Hein, jusqu'à 1750, elle battait le plein, l'esclavage. Hein, c'était la courbe. Si on regarde la courbe de l'esclavage, hein, l'afflux des bateaux, hein, là l'esclavage, elle va atteindre le pic vers 1750-1760. Et bien tout d'un coup, boum, hein, au bout de 50 ans, l'esclavage il termine d'une synchronicité parfaite. Hein, il va terminer. La machine bat le plein jusqu'à 1750-60. Et bien tout d'un coup, boum, elle s'arrête tout net. Hein. Donc là, il y a une grande mérite de la franc-maçonnerie. Hein. Je sais que vous avez entendu beaucoup de choses, hein, sur la franc-maçonnerie, etc. Okay. Mais il y a une grande mérite de la franc-maçonnerie. Okay. Il y a la révolte, bien entendu, il y a la révolte
des Noirs d'Haïti, de l'ouverture. Parce que là, cette dame, elle dit ouais, mais Femi, tu connais pas grand-chose à l'esclavage, etc., etc. Oh, t'inquiète, hein, t'inquiète. Ne t'inquiète pas, j'en ai assez lu, j'en ai lu que plus que t'imagines ou t'as le moindre idée. Ok? Et il y a, mais peut-être je vais le faire, ça, je vais faire une vidéo. Donc, il y a la révolte en Haïti, de l'ouverture, de Toussaint l'ouverture. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres pendant ces 450 ans, il y en a eu beaucoup d'autres. Okay? De révolte. Mais cette fois-ci, là, avec la montée de la franc-maçonnerie et de la bourgeoisie, ils disent qu'on va changer, faut changer. Là, il faut changer complètement de concept des choses. Il faut changer la vision envers les Noirs, ce que nous avons. On a un problème là, il faut changer, ça ne peut pas continuer comme ça. Ok? Parce que, quoi qu'il en soit, ok, les Noirs en Haïti, voilà, ça devient l'indépendance, etc. Ok? Mais après, quoi qu'il en soit, il y a le dernier mot des Blancs, des colonisateurs. Et le dernier mot, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va les écraser? On fait une union tous ensemble. L'Angleterre, l'Espagne, la France, tous les colonies. On fait une très grande armée, on va les écraser. Qu'est-ce qu'on fait? Ou, par principe de l'humanité, par principe de l'histoire, parce qu'ils en savaient des choses. Soit ils en savaient, mais il y avait des échos, ok, que l'Égypte, il était noir. Il y avait des échos. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rassemble une armée gigantesque? On fait tous alliés, on va les écraser, on continue l'esclavage comme avant. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a deux chemins. Eh bien, ils se disent, non, on va arrêter l'esclavage, on va abolir l'esclavage. Mais cette dame-là, elle n'a rien compris de mon travail. Elle s'accroche à des mots à droite, à gauche, à des histoires, à droite, à gauche, à des textes à droite, à gauche, les francs-maçons méchants, le franc-maçon méchant. Elle s'accroche à ça et puis elle oublie complètement le reste du travail. Okay. Elle n'a rien compris, l'origine de mon travail, le système métrique, tout ça. Ça, c'est le top. Là, c'est... Là, tu veux le visage de Dieu, c'est là, quoi. Tu veux à croire, à avoir la certitude de l'existence de Dieu, là, regarde le système métrique. Essaye de comprendre ça, et là, tu verras. De quoi tu me parles? La franc-maçonnerie, donc des soutiens, mais complètement molles, mais inexistants, quoi. Donc là, il faut se réveiller, faut sortir du sommeil. Maintenant, il est temps de réfléchir, de lire tout ça, de comprendre tout ça et de réfléchir. Là, c'est le temps de la réflexion et le choix. Ok? Il faut choisir soit le Titanic, ok? De rajouter des gouttes d'eau dans le Titanic, dans notre Titanic humaine, ok? Choisir là ou de l'autre côté. Là, faut choisir. Peut-être vous n'avez pas compris que il y a une seule race, une seule espèce humaine. Comme il dit Yves Coppen, l'anthropologue,
Il y a une seule race, Homo sapiens. Sapiens. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie, que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que Mais tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Ah, tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben, oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Pas vrai. Ouh là là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Ben le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup, Yves Coppens. Je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6 milliards et demi d'hommes qui sont sur la Terre sont 6 milliards et demi d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire qu'on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement,
Les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens. Merci beaucoup José. Bon, alors on va commencer par vous maintenant, Yves Coppens. Et la première question, d'où vient l'homme? Est-ce qu'il vient d'Afrique? Il vient d'Afrique, non? Oui, alors tous les restes, c'est-à-dire que la science est froide, et la science, évidemment, paléontologique, cherche partout. Or, quand on cherche à 7-8 millions d'années, c'est en Afrique qu'on trouve, Afrique tropicale. Quand on cherche à 6 millions d'années, c'est en Afrique tropicale. Quand on cherche à 5 millions d'années, ce n'est qu'en Afrique tropicale. Quand on cherche à 4 millions d'années, etc. 3 millions d'années, c'est pareil. 2 millions d'années, ça commence à se répandre ailleurs en Eurasie et puis beaucoup plus tard en Amérique et en Océanie. Donc nous sommes tous africains au départ. Voilà. Donc la conclusion toute simple, c'est tout a l'air de se passer comme si nous étions nés tous d'une même origine en Afrique tropicale. Donc il y a une seule race humaine, c'est ça? Il y a une seule... Attention, hein, j'ai entendu parler d'espèces, il ne faut pas dire n'importe quoi. Là, en zoologie, il y a des règles. Le genre Homo a des espèces qui s'appellent Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, etc. Et a des sous-espèces qui s'appellent Homo sapiens sapiens, par exemple. Non, il n'y a pas de différence, autrement, ça ne serait pas tous... Nous ne serions pas tous des Homo sapiens sapiens. Ça c'est dû au fait... Moi, quand je suis rentré au Musée de l'Homme, c'était en 69, on m'a donné un petit bouquin, qui était un petit bouquin d'un des anciens directeurs du Musée de l'Homme, qui s'appelait Henri Victor Valois, qui était un grand anatomiste. Et ce petit bouquin s'appelait « Les races humaines ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'est aperçu, en étudiant, grâce aux technologies, hein, en étudiant la cellule, et puis à l'intérieur de la cellule, le noyau, puis à l'intérieur du noyau, l'ADN, que finalement, on ne savait pas où mettre des limites, et que les limites étaient tellement floues qu'il valait mieux effacer ce terme de race. Donc depuis, il n'y a plus de race, il y a des populations, et on est un peu embarrassé d'ailleurs pour trouver une terminologie, parce qu'on voit bien que les gens sont très différents. Il y a une grande différence entre les gens qui fait toute la richesse du... je peux vous citer Jean Bernard, que j'ai bien connu, qui était un grand médecin, et qui disait de manière peut-être un peu caricaturale, si je suis sur un trottoir et que je m'écroule tout d'un coup, j'ai besoin d'une transfusion sanguine, peut-être que le Congolais qui est sur le trottoir d'en face aura un sang plus compatible avec le mien que celui de mon village qui sera sur le même trottoir, et la transfusion se fera ainsi. Donc ça veut bien dire qu'on est tous vraiment Homo sapiens sapiens. D'ailleurs, j'ai regardé en rentrant dans le studio, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que le premier qui a exposé cette théorie, c'est Cheikh Anta Diop, hein, en 1954, que la civilisation humaine est partie depuis le centre d'Afrique, depuis les trois lacs de Kenya, Ouganda et Tanzanie. C'est de là où la civilisation humaine est partie, s'est propagée dans l'Amérique centrale. Donc cette théorie-là, pour la première fois, est exposée par Cheikh Anta Diop. Mais ceci, ça fera partie d'une autre vidéo bien plus détaillée, plus spécifique. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Ethiopia and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur
n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic phenomena that man changed and became and took on different aspects, had a different look. Donc c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, voilà, vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man, the answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. Okay. C'est juste une question de dépigmentation, c'est tout, une question de soleil. Une question de soleil, hein? Un petit peu plus fort par-ci, un petit peu plus fort par-là, mais il s'agit d'une seule race humaine. Hein? Il n'y en a pas 50, une seule.